je suis devenu Guillaume entre-temps. Oui, j'aurais pas mon petit badge parce que je remplace un modérateur qui a dû se défiler au dernier moment. Mais non, je pense que c'est important de le dire, mais merci. Alors oui, déjà bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette rencontre aujourd'hui. Comme vous le savez, la rencontre s'intitule Papier d'identité. Et comme vous avez pu le voir un peu dans le petit texte qui était présenté pour cette conférence, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière les visages, comment essayer de dépasser les clichés qui sont souvent utilisés, et comment raconter la marge et les différences en essayant d'éviter les stigmatisations. Donc on a des expériences multiples, des identités aussi multiples chez nos intervenants. Et donc une fois n'est pas coutume, je voudrais leur donner un petit peu plus, présenter un peu plus leur identité que seulement avec les statuts et badges qu'on peut normalement donner aux intervenants au tout début d'une rencontre. Parce que vous allez voir, c'est des identités riches, complexes et particulièrement productives aussi d'une certaine manière dans tout leur parcours de vie. Je commence avec Sophia Awin, qui est reporter, documentariste, romancière, dramaturge de formation. Donc... Oui, alors en fait, je viens de la radio. Je dis souvent que la radio est ma mère et Truffaut est mon père. Et dans mes identités, il y a surtout l'identité d'un enfant placé, en fait. J'ai été placée très jeune. Mes parents sont originaires d'Algérie, de la région d'Asfoun en Kabylie. Et je suis née en France, mais dans mes identités, il y a à la fois l'identité d'une enfant d'immigré et aussi une identité d'enfant placé qui a refait, on va dire, le chemin de sa famille et le roman familial à travers la culture. Je dis ça de manière assez rapide. Et effectivement, sur ma route, j'ai rencontré la radio, j'ai rencontré le cinéma, le documentaire et le théâtre. Et j'ai pas toutes ces étiquettes en termes professionnels, mais j'ai été reporter radio et effectivement, j'ai fait des études de théâtre. Et maintenant, j'ai écrit un roman. Mais j'ai toujours du mal à dire écrivain ou écrivaine, auteur, autrice, je sais pas. Voilà, pour les identités. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle est devant légitime à pouvoir le dire. Le roman est bluffant, ça s'appelle Rhapsodie des oubliés. Donc, Sophia, on aura le temps de revenir sur le terme de rhapsodie. Pourquoi vous l'avez choisi peut-être un peu plus tard. Alors sinon, au centre de la table ronde, il y a aussi Sarah Mazouz, qui est chargée de recherche au CNRS et docteur en sociologie. Vous travaillez sur l'antidiscrimination en France, l'insertion des jeunes issus de classes populaires et les politiques de nationalité en France et en Allemagne. En tout cas, vous avez travaillé extensivement sur le sujet. Et vous avez publié 2 essais, dont un, on a déjà ici visible. Et il y a l'autre qui est pour l'intersectionnalité, que vous aurez l'occasion de... Avec Éléonore Lépinard. Exactement. Crédit partagé, et que vous pourrez retrouver aussi sur tout à l'heure... qui seront disponibles également. Et ce qui était particulièrement intéressant aussi dans cet essai qui s'appelle Race, c'est qu'il essaie de redonner du sens à ce mot. Et voilà, on va essayer de comprendre aussi quelle est la persistance des hiérarchies qui existent encore aujourd'hui et comment vous pourrez nous aider à nous réveiller par rapport à ces éléments-là. Vous voulez dire un mot déjà par rapport à ça? J'y reviendrai après. Très volontiers. Azouz Begag, alors y a-t-il des personnes qui ne connaissent pas encore Azouz Begag, qui viennent des réguliers du Festival international de géographie? Alors il est non seulement un grand fidèle du FIG, et notamment il est géographe. Alors je ne sais pas si tout le monde le sait, mais donc on le connaît parce qu'il a été ministre, on le connaît parce qu'il a écrit Le Gaune du Chabat et bien d'autres romans. Vous connaissez peut-être aussi... moi, je me rappelle très bien d'Elie Zaymer. Ouais, c'est une maladie kabyle où on perd la mémoire. Les Autrichiens disent Alzheimer, mais les Kabyles disent Ali, enfin les gens de ma région, de la région de mes parents. Petite Kabylie, ils disent Ali Zaymer. Ils se sont appropriés le nom. Et si vous pouvez pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, vous pouvez nous expliquer d'où venait la référence? Oui, parce qu'en vérité, ce livre que j'ai écrit il y a 3 ans,
raconte l'histoire de nos pères qui, pendant la guerre d'Algérie, ils étaient là-bas, ont vécu des choses tellement effroyables, des douleurs tellement intimes, qu'ils ont préféré se taire plutôt que de raconter à leurs enfants d'une manière brutale ce qu'ils ont vécu. Donc ils ont gardé avec eux des murs de silence, comme ça. Et à chaque fois qu'on essayait d'en parler, on avait droit à un petit chemin, une petite lumière. On est des enfants frustrés. On n'a pas d'histoire. Quand vous racontez à vos parents que vous avez un grand besoin de savoir, ils disent « chez les fat, mat ». C'est-à-dire, ce qui est passé est mort, laisse tomber. Pourquoi remuer le passé? Et donc, on est des enfants du silence aussi. On est des enfants de l'histoire coloniale, puisque nos parents, en gros, n'ont même pas de date de naissance. Ils étaient présumés nés en 1910. Pour mon père, présumé né en 1916 pour ma mère. Pas de mois, pas de jour, et pas d'année, quoi. Il n'y a pas de naissance, voilà. Et pas de grands-parents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter notre arabe généalogique. C'est pour ça que j'ai obsédé par les arbres, moi. Ces choses qui vont chercher très loin dans la terre leur histoire et qui peuvent la raconter. Nous, on est des enfants du silence, frustrés par une histoire coloniale qui a interdit la langue, qui a interdit la transmission orale. Voilà, je raconte souvent ça dans mes livres, des histoires d'arbres et de racines. Et justement, votre dernier ouvrage, dernier livre s'appelle L'arbre ou la maison. Également, vous pourrez le retrouver un peu plus tard. Également, on aura l'occasion d'y revenir et d'avoir quelques lectures également. Pour commencer, on voulait aborder ensemble le thème de l'identité et surtout de l'identité d'un point de vue multiple, non figé, comme on a peut-être trop souvent tendance à l'entendre dans le discours dominant d'une certaine manière. Et donc, je voudrais juste une question très simple pour tous les trois, qu'on apprenne à mieux vous connaître aussi, sur à partir de quand on se rend compte, peut-être dans votre enfance, adolescence, je ne sais pas, qu'on a justement une identité multiple et qu'on est de facto en fait à la marge aussi. C'est une identité qui est aussi à la marge. Et comment quand est-ce qu'on s'en rend compte et comment on vit avec à ce moment-là quand on le découvre? Ouais, vous voulez? Oui, moi, d'abord, juste sur le mot identité déjà, le terme que je privilégie, c'est identification, parce que ça insiste sur le côté processuel et le fait que ça peut changer, en fait, la façon dont le rapport qu'on a avec une identité, et notamment parce que les identités sont multiples et qu'on ne va pas, selon les situations et selon les moments, mettre l'écho ou se reconnaître dans les mêmes choses. Après, sur la question de la prise de conscience, je pense que ça, bien sûr, ça dépend du parcours de chacun. Dans mon cas, je crois que donc moi, je suis née en Tunisie, mais après, pendant mes années de petite enfance, j'ai été avec mes parents en France et en Belgique, puis on est retourné en Tunisie. Donc, il y a eu tout le temps un élément d'aller-retour, et je dois dire que la façon de me sentir, de thématiser une forme d'altérité, elle a autant été marquée dans mon retour en Tunisie après 6 années de vie en Europe, qu'après, bien plus tard, quand je suis revenue comme étudiante en France et que j'ai eu affaire à la préfecture ou même à mes profs en prépa, etc., etc. Donc c'est aussi de se rendre compte que dans les différents contextes nationaux, il est facile d'altériser les gens qui ont... enfin voilà, dès qu'on paraît un peu autre. Et puis je pense qu'après, là ça ramène à des questions liées à l'intersectionnalité, c'est-à-dire cette notion qui permet de saisir la façon dont on est toujours on a des identités sociales multidimensionnelles, qu'on n'est pas simplement une femme ou simplement une personne noire ou simplement une personne ouvrière, etc., mais que tout ça se recroise et fait le tissu de notre expérience sociale et politique. Moi, j'ai aussi grandi dans une famille où mes parents venaient de milieux sociaux très différents. Et donc, il y a aussi eu ça, c'est-à-dire une conscience de à la fois de la possibilité de circuler entre des classes sociales très différentes, mais aussi le fait d'être toujours un petit peu à la marge ou excentré par rapport à des cousins, par rapport à des oncles et tantes, etc. Donc, il y a aussi ça qui a fait que... ça forge un regard un peu où
on partage peu d'évidence en fait. Et je crois que c'est ça qui a fait après le regard sociologique que je porte aujourd'hui sur les choses. L'idée de la marge, c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça peut représenter dans l'imaginaire de l'autre? Moi, je me dis souvent que la prise de conscience de la marge, c'est le jour où l'identité devient assignation. Et elle se passe, comme le disait Sarah Mazouz, souvent dans le regard de l'autre. Et moi, j'ai une identité qui... ce que disait Azouz Begag m'a beaucoup touchée parce que cette idée des enfants du silence, des pères qui étaient déjà silence, cette idée d'arbres sans racines, d'enfants arrachés. Il faut voir quelque chose, c'est que dans n'importe quel fait historique qui a été ensuite... comment dire... suivi d'un exil, que ce soit un exil dû à l'histoire. Je pense par exemple aux enfants de la Shoah, je pense aux enfants aussi peut-être des rescapés du Rwanda, enfin toutes ces choses-là. Le fait colonial fait que même on est impacté encore aujourd'hui dans les familles. Et sur un territoire qui est le territoire français, certains enfants comme ceux que je raconte dans mon roman ne trouvent jamais leur place. Mais ils ne trouvent jamais leur place parce que déjà dans leur propre famille, ils n'en ont pas dans le regard de leur père. Et moi qui étais arrachée déjà au territoire de l'enfance, arrachée aussi parfois dans la lutte des classes ou en tout cas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le transfuge, j'ai beaucoup erré dans ma propre identité jusqu'à aujourd'hui trouver cette espèce de voie dans la littérature. Donc je dis souvent que mon territoire aujourd'hui, c'est le territoire de la fiction. Et j'ai voulu, alors qu'on m'avait demandé de raconter mon histoire, qui pour certains est censée être une histoire d'intégration réussie, etc., j'ai jamais voulu correspondre à ces clichés-là, mais je préfère aujourd'hui me dire que mon territoire, c'est le territoire de la littérature, et que je préfère ne jamais, en fait, avoir à trouver des cases. Et s'il faut raconter des territoires comme celui du 18e arrondissement ou de ces enfants de cette génération aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle des néo-français, parce que mon petit garçon a 13 ans dans les années 2010 et il est originaire du Moyen-Orient, du Liban, et il arrive en France après le début du conflit en Syrie en 2011, je dirais que oui, c'est dans la fiction que j'arrive à trouver cette idée de raconter la marge et surtout de ne pas vouloir fixer des identités parce que, comme le disait Sarah Mazouz, l'identité est en perpétuel mouvement. Et on est aujourd'hui dans un siècle et dans une pensée française qui a été autrefois rayonnante et très intéressante et humaniste, et aujourd'hui on est dans une forme de scorie et d'assignation à résidence perpétuelle. Et je me dis qu'heureusement j'ai choisi la littérature et pas autre chose. Voilà, enfin bon, je ne sais pas trop comment raconter ça, mais voilà. C'est vraiment intéressant de voir aussi la manière dont vous le décrivez, qui est exactement en fait avec la définition, en lien avec la définition que nous donnait Sarah sur l'identification. C'est ça, c'est ça. Plus il y a tentative d'identification, plus il y a de pertes. Parce qu'en fait, quand on vient d'une génération entre guillemets post-coloniale, la faille, elle est déjà dans le fait historique, dans la violence, mais aussi dans le manque de transmission. Moi, par exemple, j'ai connu la guerre d'Algérie. Bon, après, j'ai été coupée de ma famille parce que j'ai été placée 20 ans. Mais j'ai connu, par exemple, le 17 octobre 61, quand j'étais à la fac, à travers le livre de photos d'un journaliste du Parisien. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un des seuls témoignages photographiques du 17 octobre, on dit qu'il n'y en a pas, mais c'est faux, à travers les livres de Benjamin Stora et en trouvant les livres de Mimouni, en trouvant les livres de Kateb Yassine, enfin toutes ces choses-là qu'on m'avait pas transmises. Et je suis retournée en Algérie alors que j'avais été renvoyée petite à l'âge de 1 an parce que j'étais pas un garçon, à l'âge de 30 ans, avec mes premiers congés spectacles. J'ai pris un magnétophone parce que j'étais reporter à la radio, j'ai pris ma grand-mère sous le bras, comme je dis, et j'ai passé 3 mois en Algérie, en Kabylie, sur les traces de ma famille. Et même dans ces reconstructions mentales d'enfants d'immigrés, j'aurais jamais de traces complètes. Il n'y a que dans la littérature que je peux essayer de trouver cet arbre avec des racines, comme disait Azouz Begay. Voilà. Moi, mes racines, elles sont lyonnaises. Et je me dis, tiens, je vais dire que je suis lyonnais, mais comme je suis né dans un bidonville lyonnais, c'était pas vraiment un Lyon, c'était un no man's land. C'était un lieu, c'est tout, coincé entre le fleuve et le boulevard d'à côté. Et puis au bout de ce couloir, là, entre le fleuve et le boulevard, il y avait l'école primaire Léo Lagrange.
On sortait du bidonville, où il y avait 25 familles, toutes originaires du même bled, à Sétif, ville ô combien connue pour les massacres que l'armée française y a perpétrés à partir du 8 mai 1945, quand dans la rue principale, des milliers d'Algériens ont décidé de faire une manif aussi, comme là-bas en France, pour eux aussi réclamer la libération. C'est là, ça se passe ici. Et pendant 3 mois, des massacres entre la petite Kabylie, Béjaïa, Kerata, Guelma ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Mes parents ont échappé à ces massacres et ils ne savent pas pourquoi. Alors évidemment, parents tous analphabètes, hein, ils ne parlaient pas français et ils ne savaient pas lire, pas écrire. Je suis né dans un bidonville à Lyon, de parents non francophones, analphabètes. Et le premier jour où j'ai regardé dehors, à la sortie du ventre de ma mère, je me suis dit, bon sang, je suis dans la marge là. On ne va jamais y arriver. Y arriver à quoi d'ailleurs? Arriver à quoi? Et donc, quand on n'est pas trop bête, à la naissance, on se rend compte qu'on est à l'écart. Hein. Coincé entre le boulevard et le fleuve, on ne va jamais y arriver. Et puis, il y a là-bas une petite lumière. C'est la maîtresse d'école maternelle qui fait le pendant entre nous qui habitons à Lyon, mais en fait c'est en Algérie, parce que tout le monde parle arabe, là dans ce bidonville, tout le monde a les mêmes références et tout le monde a les mêmes objectifs, c'est-à-dire gagner de l'argent le plus vite possible pour repartir au bled brodé d'or et cousu d'argent. Non, nos parents ne sont pas venus là pour apprendre la géographie française ou l'histoire des rois Louis, les affluents de la Seine ou les récitations de Paul Verlaine. Hein. L'argent, l'argent, l'argent. Ils sont venus pour ça. Donc avec ça, avec cet objectif, on était doublement dans la marge, quoi. Et on était 25 familles, 8 enfants par famille à peu près, 200 enfants. Au total, 100 filles, 100 garçons. Sur les 100 garçons, 90 sont allés en prison. Quand à l'âge de 5-6 ans, nos parents nous envoient au marché d'à côté pour aider les forains à déballer et remballer leurs marchandises pour quelques pièces, très vite, on prend l'habitude, les enfants, de toucher l'argent et de négocier, et d'encaisser, décaisser, et puis parfois prendre 10% pour soi. Et quand on commence comme ça, au lieu de commencer par les livres et à s'intéresser à l'école qui brille là-bas au fond, ben on est mal barré. Et donc ce bidonville, c'était une fabrication, une machine à fabriquer des gens qui allaient finir en prison. Il y a un gamin un jour qui m'a dit « Monsieur Azouz Begag, c'est vrai que tu es né dans un bidon d'huile ?» Je dis « Oui ». Il m'a dit « Mais comment tu es sorti ?» Toute ma vie, j'essaye d'écrire pour raconter comment ceux qui sont dans la marge là-bas, dans le bidon d'huile, peuvent arriver à trouver de la sortie, trouver comment on manipule le bouchon pour arriver à la lumière et vivre une vie. Sur les identités, bien sûr que je partage ce que vous dites, parce que à la naissance, nos parents ne nous donnent pas un sac ou une valise avec notre identité dedans qu'on devra mordicus défendre coûte que coûte jusqu'à la fin de notre vie. Une identité, c'est exactement le contraire. C'est un petit cadeau qu'on nous donne à la naissance et après on ouvre le sac, on ouvre la valise pour que, au gré des rencontres avec des gens merveilleux qu'on va faire tout au long de notre vie, nous identifier avec eux. Les profs, pour moi, les profs en particulier, les comédiens, les écrivains, et ensuite ouvrir un peu plus notre identité à ceux qui sont eux, parce qu'on a envie, on les aime, on a envie de leur ressembler, et on s'ouvre à chaque fois. Et à la fin d'une vie, on pose toutes les identifications qu'on aura faites avec les gens qu'on aime, et on aura un puzzle de ce que nous aurons été pendant une vie. Donc l'identité, c'est à la fin qu'on peut l'avoir, pas au début. Merci, Votez pour lui. Ah non, avant de me lire, il faut me lire. Voilà une transition toute faite.
Ah oui, c'est vrai. Même si en France, la culture de l'écriture est encore assez associée au monde politique. Mais non, ce qui est marquant dans vos 3 interventions, c'est aussi justement ce processus de ne pas vouloir être mis dans des cases qui étaient liées nécessairement à ce que vous étiez, mais aussi à ce que vous êtes devenu et comment vous identifiez petit à petit par rapport à ça. Et clairement, l'écriture joue un rôle très important, la langue française apparemment aussi. Et a priori aussi la marge, en tout cas de ce que j'ai pu en lire ou de la manière dont j'ai interprété ce que j'ai lu de vos contributions. Sophia, j'ai vu dans une des interviews que vous disiez pour raconter la marge, il faut être exigeant dans la poésie. Et donc si vous voulez bien, peut-être avant de nous lire un petit extrait du texte, juste nous expliquer aussi le titre de Rhapsodie. Je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Je suis allé chercher d'où ça venait. Alors en grec, rhapsodie, c'est une forme de chant populaire et ça veut dire littéralement dans le texte couture de chant. Les oubliés sont les différentes populations, ce que vous appelez à la marge, qui peuplent ce territoire que j'ai choisi. Et le territoire que j'ai choisi, c'était mon territoire de résidence, qui est le 18e arrondissement, dans lequel je me suis reconstruite en tant que femme, dans lequel aussi on parlait, Azouz Begek parlait de fait d'être né dans un bidonville. Quand on dit on est né dans un bidonville, je pense qu'au bout d'un moment, on ne peut pas dire j'ai eu une maison d'enfance. Parce que cette maison d'enfance, elle a soit été rasée, soit on a reconstruit par-dessus. Et moi, c'est pareil, le fait d'avoir grandi en pouponnière dans un endroit comme ça, qui aujourd'hui a été rasé, je me dis où est la maison de mon enfance? À un moment, j'ai cru peut-être qu'elle serait en Algérie. Mais je me sentais à la fois algérienne et quand je suis retournée en Algérie, j'étais tout simplement ce qu'on appelle une immigrée. Il y a une enfant d'immigrée, j'étais la française. En fait, cette espèce de manque comme ça d'ancrage a fait que dans mes constructions mentales, plus tard, Paris est devenu mon territoire de jeu. Comme l'était le Douanel dans Les 400 coups de François Truffaut, moi je me suis reconstruit à travers les personnages de fiction que j'ai rencontrés, ou le Momo de Gary. Eh ben, j'ai découvert à travers Douanel l'idée qu'on pouvait avoir une maison d'enfance si on se la trouvait, si on la choisissait et si on la volait. Et Barbès, qui est l'incarnation entre guillemets moi j'appelle ça le Disneyland pour immigrés, c'est devenu comme ça. Par exemple, Tati, qui aujourd'hui est fermée, et dans la représentation mentale comme je dis dans le livre, de la Papouasie jusqu'au fin fond de l'Amérique latine, en passant par l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et le Maghreb, une forme de Casbah où on se marie, où on achète le trousseau pour la nuit de noces, on achète les cadeaux pour les vacances pour la famille qui est au pays. Et dans mon roman, je dis même qu'un jour, on fera des cercueils en Vichy rose et bleu, quoi. Et dans ces représentations mentales de ce qu'est Paris, j'ai réussi à me réinventer et à essayer de trouver une maison d'enfance. Et je raconte ça parce que Rhapsodie, c'est l'idée de recoudre des chants et des témoignages les uns avec les autres. Et j'ai choisi le 18e arrondissement pour 2 choses. La première, c'est parce que je suis très influencée par le roman naturaliste et notamment par L'Assommoir d'Émile Zola. Et c'est dans cet endroit, dans la commune de La Chapelle, qu'il avait ancré ce qu'il appelle le premier roman avec l'odeur du peuple et la langue du peuple. Et j'avais envie de recréer comme ça cette idée de roman populaire, comme Carco l'avait fait, enfin d'autres l'avaient fait. Et cette idée de raconter la marge, c'était aussi d'essayer de retrouver dans la poétique et dans les influences culturelles de cet arrondissement ce qui avait été précédemment. Il y a les chansons de Carco, il y a la chanson française, il y a aussi la musique, le shahabi de l'immigration, il y a la musique du Congo, il y a beaucoup de choses. Et Rhapsodie, c'est à la fois l'idée de coudre les chants ensemble, de coudre les apports culturels ensemble et de coudre les mémoires. Donc dans mon roman, c'est vraiment une tentative de raconter un territoire par ce qu'il en reste et par les scories, par les trous, par les béances et en même temps par les témoignages. Donc Rhapsodie en grec, ça veut dire couture de chant. Et l'idée de Rhapsodie des oubliés, c'était ça. Et l'idée aussi, la dernière phrase du livre, sans le déflorer, c'est « Tout ce qui nous lie, ce sont les enfants que nous avons été ». L'idée, c'était de retrouver ce qui pouvait faire société, comme l'avait fait Gary dans La vie devant soi, à travers les histoires d'exil. Et dans mon livre, la Rhapsodie, c'est aussi raconter les exils, l'exil de l'enfance, l'exil du territoire, l'exil aussi dans la lutte des classes. Il y a plein de choses
Voilà, excusez-moi, j'ai tendance au monologue, mais voilà. Non, en plus vous nous avez mis l'eau à la bouche, donc on va revenir vers vous 2 minutes pour un extrait, parce que je pense que... Voilà, De Floron. Alors, je vais essayer d'être assez rapide. C'est un chapitre qui s'appelle le Djihad MDR. Donc c'est un portrait de la jeunesse des années 2010. Alors, c'est à hauteur d'enfant, donc le langage est celui d'un gamin du bitume d'aujourd'hui. Hein. Rue Léon, les barbapapas voulaient régenter. Même les vieux Chibani de la mosquée Poulet n'ont rien vu venir. Leur apparition a vite transformé la prière du vendredi en vestiaire de foot et en arrière-cour des copies conformes de mafieux italiens de la série Gomorrah. La plupart portaient le même déguisement, coiffure avec une crête pleine de gel, décolorée en blond, ou mi-couette façon joueur du PSG. La touche mi-taliban, mi-racaille instagrammée, le camis immaculé retroussé aux chevilles pour faire souna, des barbes longues et rousses et surtout le calibre planqué dans le jogging Real Madrid parce qu'on était des hommes des vrais. La majorité faisait des leçons de croyance à l'imam en place et aux anciens du quartier qui pratiquaient leur religion, depuis toujours la main sur le cœur et sans gêner personne. Ces vieux aiment leur Dieu car ils y voient de la lumière et ils ont toujours baigné dedans. Ils s'y accrochent pour s'oublier un peu au milieu de la merde qui traverse cette ville, si loin de la terre de leurs ancêtres. Entre nos murs, les générations se sont succédées et heurtées, sans jamais se rencontrer vraiment. Les aînés esquivaient les balles de l'exil ou se couchaient à terre. Les pères arrivés au début du XXe siècle, qu'on a jetés à l'eau en 61, noyaient leur chagrin dans les maisons closes, le shahabi, la carotte du PMU et le mauvais vin. Puis sont venus les fils nés ici qui, dans les années 80, ont goûté au charme morbide de l'héroïne et sont morts du sida pour beaucoup. Quand par miracle, certains ont survécu à la prison et au reste, ils sont devenus des épaves sans chicot que même les hadiths ne peuvent soigner. Ils finissent en parlant avec le diable dans des hôpitaux psychiatriques ou en longeant les murs de nos rues à la recherche d'une conso, consumant les restes de leur vie dans les vapeurs des cailloux de la colline du Crac à Porte de la Chapelle. À ces générations d'hommes qui souffraient en silence ou le cul entre deux chaises a succédé aujourd'hui un monstre ingérable que ce pays a créé de toutes pièces. Génération avec la rage vissée au corps que les pères et leurs grands frères avant eux n'avaient peut-être pas ou qu'ils cachaient si profondément à l'intérieur. Un nouvel ennemi intime et invisible, prêt à se faire sauter au nom d'un Dieu qu'ils ne comprennent pas et salissent chaque jour. Ici, une drogue leur remplaçant une autre, dans ce nouveau siècle. La vente de shit et religion font bon ménage. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi pour la lecture, c'est pas mon métier. Merci, non, c'était très, très poignant également. Sarah, je me tourne vers vous sur votre rapport à l'écriture. Comment vous en êtes venu à écrire et qu'est-ce qui vous y a poussé, peut-être aussi pour qui, à qui vous souhaitiez parler? Alors, il se trouve que moi, j'ai fait des études qui amènent à écrire au départ des dissertations, des mémoires, et puis voilà, j'ai fait une thèse. Donc, disons que très vite, l'écriture a été présente. Je vais parler de race peut-être et du projet qui est aussi le projet de la maison d'édition Anamosa, puisque ça fait partie d'une collection qui s'appelle Le mot est faible, et avec l'idée aussi, il y a cette citation d'Orwell qui est de dire la pire chose que l'on puisse faire avec les mots, c'est de capituler devant eux. Donc il y a l'idée de travailler autour d'une exigence de précision et de redonner leur sens aux mots. Et je crois, et alors là je reviens un peu à ma propre position, je pense que le fait, moi j'ai grandi entre les langues, d'abord entre deux langues et puis après d'autres langues se sont ajoutées, et je crois que le fait d'être bilingue de naissance, ça donne aussi la possibilité des fois d'entendre la langue comme si on y était étranger. Et donc ça crée aussi une forme paradoxalement d'exigence vis-à-vis de l'usage des mots et de leur sens. Et donc je me suis reconnue dans le projet d'Anamosa quand Chloé Pathé m'a contactée pour faire ce livre donc, sur le mot race en lien avec mes recherches, puisque j'avais travaillé sur les politiques de lutte contre les discriminations raciales en France. Et donc l'idée c'est
c'était une écriture un peu différente de l'écriture universitaire, puisqu'il s'agissait aussi d'avoir une écriture beaucoup plus personnelle. Moi, je ne me suis pas empêchée de partir aussi d'une forme de colère sur ces questions, sur le refus de comprendre, sur les formes d'ignorance délibérée sur ces questions dont on pâtit, à mon sens, fortement aujourd'hui politiquement. Et je pense qu'aussi, il y avait, et peut-être plus largement aussi dans cette exigence face au sens des mots, une façon aussi de répondre à quelque chose de plus large qui est lié qui fonde à mon sens aussi la crise démocratique à laquelle on assiste aujourd'hui, qui est le fait que les mots perdent leur sens dans le discours des politiques, et que si on touche au langage et à son sens, on touche à l'un des piliers fondamentaux de la démocratie, puisque l'idée, c'est que la démocratie, c'est de pouvoir délibérer, d'avoir du dissensus, mais sur des mots, en étant d'accord sur les mots, ou en tout cas en donnant un sens aux mots, quitte à après avoir un désaccord sur certains aspects. Et donc, voilà, je trouvais que... je me reconnaissais dans ce projet, et donc, voilà, j'ai accepté avec plaisir de redonner son sens, d'expliquer par ailleurs après comment on utilisait le mot race aujourd'hui en sciences sociales, en rappelant en effet à la fois que ce mot a une histoire lourde, qui n'est pas du tout du côté de l'émancipation humaine et politique, mais qu'aujourd'hui, quand on l'utilise de manière critique, ça permet de désigner, de déjouer encore les manières dont le racisme continue d'être actif, même dans des sociétés qui pensent avoir rompu avec le racisme, mais qui ont en fait des points aveugles à la fois sur leurs histoires, mais aussi même sur la manière de concevoir le racisme, parce que par exemple un des problèmes en France, c'est de limiter la question du racisme à une idéologie raciste portée par des individus d'extrême droite, et de penser que le racisme est toujours intentionnel, de ne pas voir les effets structurels qui continuent d'être portés par des catégories administratives, par des catégories légales, par des décisions administratives ou de justice, et puis même, par exemple, dans une forme banalisée et ordinaire qui peut se dire dans le compliment, dans la blague. Et donc, voilà, comment on fait dans une société pour dire que ça continue d'exister et essayer de le penser ensemble et collectivement. Et c'est ça qu'en sciences sociales... c'est à ça qu'en sciences sociales, c'est ce but qu'on donne à la notion de critique de race. Merci. Je me tourne à présent vers vous, Azouz, parce qu'il y a 2 points qui m'ont marqué. Il y a beaucoup de points que vous partagez en fait avec Sarah. L'un sur le rapport aux mots, et notamment ceux qui vous ont déjà lu savent l'importance des jeux de mots, ou ceux qui vous ont déjà entendu ce matin, à vrai dire, votre rapport aux jeux de mots. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous partagez aussi beaucoup en termes de l'objet, de ce qui est traité dans vos livres. Il y a, et largement les questions d'identité, les questions d'identification sont très présentes. Et d'un autre côté, c'est traité avec l'humour, énormément. Alors pourquoi ce registre en particulier? Je suis bien content de l'avoir, en tout cas, hein, ce registre. Tiens, d'ailleurs, il y a Alexis Caron de Beaumarchais dans mon livre, qui me dit je m'efforce de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Tous les jours, j'en fais ma devise. Hein. Il y a tellement de choses qu'il faut éviter quand on a nos histoires, notamment de révéler des secrets, toucher à des secrets, voir nos parents nus, voir nos parents s'embrasser. Tellement de choses qu'il faut éviter pour arriver à subsister, que moi, je passe par l'humour pour raconter toutes ces violences-là. Et je suis né en me marrant, en riant. Et je suis très content de pouvoir continuer à alimenter cette façon, pour moi, de survivre et d'écrire. Le gamin qui me dit « Monsieur, tu es né dans un bidon d'huile ». Mais pour moi, il a tout dit. Et j'ai envie de rentrer dans le bidon d'huile et expliquer toutes ces difficultés sociales, de racisme, de discrimination qui nous engluent à la naissance et qui nous empêchent d'être courageux. C'est-à-dire, quand tu es au fond du bidon d'huile, comment tu t'en sors? Tu plonges. Oui, mais c'est l'huile, on ne voit rien. Tu plonges quand même. Parce que si tu restes à tenir les murs au fond du bidon d'huile, tu ne vas pas t'en sortir.
Et donc il faut y aller, et oui, et quand on va traverser à la nage, là, plein de requins qui viennent en sens inverse, qui ont essayé de nous empêcher d'arriver au delta, à l'ouverture. Mais il faut nager quand même, tu discutes avec le requin, tu contournes, surtout si c'est un requin marteau. Il faut passer quand même, et on est conduit là. Moi je suis né, le premier jour de ma vie, j'ai entendu les mots bico, bougnoul. Je regardais derrière moi pour voir de qui on parlait. Et c'est nous, c'était nous. Aujourd'hui, je disais à Sarah, n'importe où dans la rue, si on demande aux gens, vous savez ce que c'est un bico, un bougnoul, les gens diront oui, tout le monde connaît ça, tout le monde connaît. Donc on est né avec cette assignation-là, avec ces mots qui nous accompagnent, qui a accompagné nos parents, bon sang, mais qui accompagne nous aussi et nos enfants, c'est incroyable. Alors si on est sérieux et si on rigole pas, on devient fou. Parce que quand on arrive au bled là-bas, où nous attendent les maisons construites par nos parents, les maisons, elles nous attendent. Vous savez, ce sont les mêmes maisons des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Polonais, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Ils ont construit dans les années 60 les mêmes baraques, avec le même matériau rudimentaire, les carrelages, c'est les mêmes, et le deuxième étage, il n'est pas fini. Il attend. À Azefun, à Texert, à Délice, ils attendent ces deuxièmes étages qui ne seront jamais construits. Et les armatures métalliques, elles sortent du béton, elles ont rouillé, et tout le monde attend. Et il y a des pneus au-dessus. Il y a des pneus pour protéger le... Ouais. Et quand le voisin fait un étage, l'autre fait un étage, et quand l'autre fait un étage, l'autre fait un étage, et on se retrouve avec la tour Eiffel. C'est aussi des histoires d'ego entre hommes, beaucoup. En tout cas, ce sont des histoires homériennes. Puisque nos parents, le premier jour qu'ils ont posé le pied en France, ils ont tout de suite mis une application sur leur téléphone, ça existe. Je veux rentrer chez moi. Il ne faut jamais oublier le projet du retour. On est là, mais dès à présent, on va construire le projet du retour. Donc, ils ont tous construit la même baraque là-bas au bled. Et en plus, ce que je raconte, mon pauvre père, il a raté tout son plan. Parce que devant la maison qu'il construisit à Sétif, il aimait les arbres. Vous voyez, on est encore dans les arbres, les racines. Eh bien, il a planté un petit peuple lié. J'adore ce mot peuplier, c'est joli. Il faisait 5 cm ou 10 cm en 1961. Et quand on est retourné il y a 2 ans avec mon frère, il faisait 30 mètres le peuplier. Et ses racines sont allées chercher tellement loin dans la terre l'eau, et elles ont pris tellement de place sur cette terre natale de mes parents, qu'elles ont bousculé les fondations de la maison. Et la maison est penchée comme la tour de Pise. Elle nous attend, et l'arbre arrogant nous recommande de rentrer chez nous, notre vrai pays en France, parce qu'ici, nous ne sommes plus les bienvenus. Et l'arbre et la maison racontent ce dilemme identitaire des gens qui retournent au bled et ils se rendent compte que leurs parents, au lieu d'investir dans un chalet à Gérardmer ou Saint-Dié-des-Vosges, s'il vous plaît, ont acheté une baraque là-bas dans laquelle personne n'ira jamais habiter et que les arbres vont manger. C'est un beau gâchis. Justement, vous en parlez aussi dans le livre de cette... donc il y a la difficulté de se construire ici, il y a la difficulté de se construire là-bas, mais il y a quand même une volonté de reconstruire une sorte d'identité collective, non seulement individuelle, mais aussi collective. Il y a un passage qui m'a particulièrement marqué, si ça vous va, je vous laisse le lire tout de suite. L'identité change beaucoup, mesdames et messieurs, vous le savez aussi, quand on arrive à un certain âge et qu'il faut porter des lunettes. Sinon, on est cuit. Et ça aussi, ça renseigne beaucoup sur ce qu'on devient au fur et à mesure des décennies qui passent. Mais j'ai 3 paires de lunettes, heureusement. Un jour où j'avais accepté de partager avec mon frère la moitié de mon 4 heures, il m'avait expliqué la raison de sa colère. À l'école primaire des Frères Lumière, à Lyon, le maître, M. Clément, lui avait fait la chouma, la honte de sa vie. En cours, mon frère Samy avait déclaré que le château d'Azay-le-Rideau avait été construit par les Algériens en 732 et qu'il s'appelait en vérité Aziz-le-Rideau.
et que l'on voulait nous cacher cette réalité historique qui prouvait que nos ancêtres étaient des savants architectes, mathématiciens et artistes, non pas des brutes sanguinaires comme l'armée française voulait nous le faire croire pendant la guerre. Le maître avait été outré, l'armée offensée, et le patrimoine français souillé par ce petit insolent. Il lui avait demandé de recopier 100 fois « Je suis un crétin ». Pendant que les autres élèves poursuivaient leur visite des châteaux de la Loire, en répétant leurs noms prestigieux qui faisaient tant rêver les enfants de notre bidonville. Mon frère Samy, tête écroulée sur sa feuille, avait réussi à commettre des fautes dans l'exercice, omission de S et d'accent aigu. Et pour cause, le pauvre était passionné par les châteaux de Chambord, Chenonceau, Amboise, Chinon. Leurs noms illustres qu'il entendait résonner lui rappelaient le métier qu'il avait déjà choisi quand il serait grand, jardinier du château. Depuis cet incident, il avait fait une allergie à l'école. Surtout que le maître avait exigé la peine capitale pour réparer l'outrage. Faire signer par notre père la feuille noircie des 99 « Je suis un crétin ». Samy en avait omis un, exprès pour narguer l'école qui voulait le condamner aux yeux de son père. Votre enfant est un cancre, indigne des frères Lumière. Le lendemain, il avait rapporté la feuille avec un X, signé par lui-même. Monsieur Clément avait fermé les yeux. Crétin. Ce mot avait terrassé mon frère. On pouvait le traiter de béco, bougnoul, melon, raton, mais pas de crétin. Quant au château d'Aziz le Rideau, construit par nos ancêtres en 732, Dieu seul sait où il était allé chercher cette histoire à dormir debout. Surtout que les Algériens n'existaient même pas en 732. Et l'Algérie, encore moins. Merci beaucoup. Dans cet extrait, il y a aussi un rapport à un élément qui a marqué probablement peut-être aussi vos enfances et peut-être tout au long de la vie quand on est dans un environnement français. C'est le rapport à la République qu'on retrouve dans vos livres et d'une manière qui vient de la marge et donc qui vient avec une perspective différente et donc qui questionne davantage, à la fois d'un point de vue peut-être de votre rapport au monde arabe, mais aussi d'une certaine manière, des fois avec le rapport anglo-saxon, aux différentes expériences, et de voir la République d'une autre manière. J'avais un ami qui une fois m'a dit, c'est le problème qu'on a avec la République en France, c'est qu'on parle de République pour ne pas parler de démocratie, parce qu'on a un peu peur de la démocratie, on a un peu peur des individualités, de tout ce qu'il faudrait, tout ce que ça impliquerait. Et je voulais avoir un peu votre avis sur cette question-là. Moi, c'est toujours une question que je continue à me poser, qui continue à me tarauder. Est-ce qu'il a raison un peu, beaucoup, pas tant que ça, et comment? Donc voilà, j'aimerais avoir vos avis par rapport à ça. Je ne sais pas si l'une de vous deux souhaite commencer. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Disons déjà deux choses sur le rapport entre République et démocratie. Je pense que le problème, et ça pourrait être aussi le problème avec le terme démocratie lui-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fige un mot et que ça devient non plus une exigence politique, une manière de venir titiller pour produire plus d'égalité, plus de justice, mais que ça devient une espèce de valeur figée qui a perdu toute sa puissance critique, ça dessert l'idéal pour lequel ça a été au départ présenté. Je pense qu'on le voit aussi dans certains usages aujourd'hui, justement, que moi je qualifierais d'identitaire de la démocratie, comme si la démocratie allait de soi en Europe occidentale, et on pourrait dire aussi, notamment par exemple comment c'est mobilisé dans certaines politiques migratoires, et on pourrait dire la même chose aujourd'hui dans la façon dont le mot république ou l'adjectif républicain est utilisé de façon aussi à désigner des autres, et des autres qu'on va inférioriser et présenter comme menaçant la cohésion du groupe. Donc il y a ça. Après, sur
sur le rapport à la République, il y a quelque chose là aussi qui change et qui évolue. Je vais encore, excusez-moi, reparler un peu de moi, quoi. Moi, j'ai grandi dans une famille très francophile. Et pour vous dire, enfant, j'écrivais moi les scénarios des jeux avec mes cousins et on était toujours des sans-culottes. Donc on jouait à la Révolution française. Donc moi, j'ai grandi avec cet imaginaire-là très fort. J'ai été scolarisée au lycée français, mais c'est en arrivant en France jeune adulte, que là, d'un seul coup, et notamment on retombe aussi sur les histoires de papier, quand j'ai lancé une procédure de naturalisation, qu'elle m'a été refusée, petit à petit, je me suis rendu compte que, il y a quelque chose qui ne va pas complètement de soi. Et ça, c'était avant de commencer à travailler. Et je pense que même si au moment où j'ai commencé à travailler après sur ce qui a donné ma thèse et le livre qui en est issu, qui est intitulé « La République et ses autres », je pense que ces expériences ont amené petit à petit à choisir cet objet de recherche, alors même qu'au moment de le choisir, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point lié aussi à une trajectoire existentielle. Donc voilà, après, c'est pas tellement le mot république par rapport à la façon dont le monde anglo-américain se représente les choses. Je crois que c'est aussi après comment, depuis la Révolution française, on imagine la façon de produire de l'égalité à travers l'idée d'abstraction, et c'est aussi tout le débat sur l'universalisme abstrait. Et pourtant, Dieu sait qu'à l'époque de la Révolution française, il y a eu énormément de débats sur ce que devait être cette abstraction. Et on comprend pourquoi, à l'époque de la Révolution française, on a choisi l'abstraction, puisqu'il fallait rompre avec un système de l'Ancien Régime où le sang et l'héritage faisaient votre destin social et votre condition. Mais très vite, on voit aussi que cette abstraction, elle a servi à imposer une norme d'abord masculine, puisque les femmes ont été exclues du corps politique, puis après blanche. Très vite, les affranchis, si on pense au travail de Siliane Larcher sur l'exclusion politique à partir du moment où on a aboli l'esclavage, comment les esclaves affranchis dans les Antilles ont été évincés du corps politique. Donc voilà, c'est une abstraction qui n'en est pas une en fait. Et je crois qu'il y a ça à repenser aujourd'hui, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on défend aussi avec Éléonore Lépinard à l'issue du petit livre pour l'intersectionnalité, c'est qu'on peut essayer de penser un commun politique à partir de nos expériences, et pas avec l'idée qu'il faut, et notamment en incluant les expériences minoritaires, ne pas être dans un geste, et là je retombe sur cette question de la démocratie, c'est problématique et contradictoire pour une démocratie de penser qu'on va faire taire les expériences minoritaires. Et là, quand je parle de minorité, je ne parle pas au sens statistique, je parle au sens sociologique, de groupes qui sont dominés ou victimes de discrimination. Et donc, comment arriver à produire une démocratie qui inclut justement les expériences de minorité et qui fasse aussi que les membres du groupe dominant, ce qu'on pourrait appeler le groupe majoritaire en sociologie, soient aussi capables de reconnaître de l'universel dans des expériences minoritaires. Et voilà, c'est ça, je crois, aujourd'hui l'enjeu en France, et c'est voilà, c'est vers ça que, enfin, c'est à ça que j'espère que mes travaux, c'est à ce débat que j'espère que mes travaux contribuent. Merci. Je voudrais revenir par rapport à ce que disait Sarah Mazouz sur l'idée du collectif. Je pense que l'urgence est avant tout aussi dans l'idée de la reconstruction d'un récit national. Les gens ont peur du mot nation. Mais moi, souvent, je dis, je suis française. Et par exemple, dans ma famille, ou ce qu'il en reste, parfois ça peut choquer. Et l'assignation à résidence, il faut aussi prendre en compte qu'elle n'est pas uniquement du côté de ce qu'on appelle les dominants. Elle est aussi à l'intérieur des dominés. Et je crois qu'à un moment, la prise de conscience et l'idée de faire collectif, l'idée de faire république, il faut qu'elle passe aussi par une remise en cause de l'éducation, une remise en cause aussi des scories qu'on peut avoir à l'intérieur de l'éducation, aussi chez les enfants d'immigrés ou chez les immigrés tout simplement. Et l'idée de prendre l'école comme un endroit de lumière, comme dans ce que racontait Azouz Begak, c'est très important. Aujourd'hui, on critique, je trouve qu'on critique trop l'école. Moi, à travers mes rencontres avec des professeurs, à travers mes rencontres avec des éducateurs, j'ai retrouvé un semblant d'identité. Par exemple, étant une enfant placée, c'est aussi une identité qu'on garde à vie. C'est surtout une honte qu'on garde à vie. Pourquoi nos parents ont failli? Pourquoi à un moment, ceux qui nous ont enfantés n'ont pas voulu faire de nous, entre guillemets, des êtres humains, vous ont juste donné un numéro d'enfant placé?
J'ai retrouvé, moi, grâce aux archives de mon placement, l'idée que j'appartenais à une histoire collective, et c'était l'histoire de France. Il n'y avait pas uniquement l'idée de s'accrocher aux racines algériennes de mes parents, ou aux racines berbères ou kabyles de mes parents. Moi, je suis française dans le sens où, par exemple, je dis souvent, dans certaines familles françaises de souche, j'aime pas ce mot, mais on va quand même l'employer, on dit souvent, mes parents étaient résistants. Moi, j'ai été placée à l'âge de 1 an et demi à la pouponnière Paul Manchon d'Antony, où j'ai eu la chance de rencontrer Françoise Dolto, donc la mère de Catherine Dolto. Et ma première psy a été Françoise Dolto. Et dans cette pouponnière, s'est joué dans les années 80 l'idée du soin psychique aux enfants. Et cette pouponnière s'appelait Paul Manchon. Et Paul Manchon était un inspecteur de l'aide sociale à l'enfance qui a été, lui, résistant. Et je dis souvent, pour plaisanter, je suis une enfant de résistant. Parce que j'ai été placée dans cet endroit quand j'étais petite, dans lequel on m'a redonné une enfance, dans lequel aussi j'ai fait mes premiers pas, j'ai fait mes premiers dessins, j'ai eu mes anniversaires, j'ai été à l'école, j'ai commencé à parler français, enfin en tout cas à parler la langue française. Et je dis souvent que dans chaque petite chose comme ça, qui appartient au récit personnel, on peut trouver une idée de collectif. Et c'est important, je trouve, que dans les familles aujourd'hui dont je parle dans mon roman, des familles entre guillemets d'enfants d'immigrés, des familles minoritaires si vous avez envie ou autres, de redéfinir ce que ça pourrait être le lien au territoire collectif, c'est-à-dire à la France tout simplement. Et ça passe par l'école. Je sais qu'on est dans un siècle de repli sur soi, on est dans un siècle de scorie identitaire, etc. Mais plus on essaye de mettre des cases, plus on essaye de mettre des mots. Par exemple, moi je sais, et je me frotte souvent à mes amis qui ont le même âge que moi, qui sont aussi immigrés, le mot racisé, c'est un mot que je ne veux pas employer. Pour moi, c'est un mot de la sociologie, mais pour moi, c'est un mot dans lequel je ne me sentirai jamais à l'aise. Parce qu'au fond, quand on commence à se dire « j'ai été racisé » ou « j'ai été discriminé » ou « je suis de la minorité », c'est se dire, au fond, peut-être que j'appartiens à cet espace par rapport à mon histoire socioculturelle ou à mon histoire tout simplement sociale, mais en même temps, c'est de se dire je suis un Français un peu moins que les autres. Et moi, j'ai pas envie. J'ai choisi un territoire qui est celui de la République des lettres, parce qu'on parle de ça quand on évoque le continent de la littérature, en tout cas en France. Et j'ai ma place comme un autre. Et Kateb Yassine disait « le français est notre butin de guerre ». Et ça, c'est vrai. Et cette langue, en fait, le français que j'utilise dans mon roman, j'ai choisi, si vous voulez, de m'insérer dans toutes ces petites républiques ou de faire récit collectif par l'idée de raconter la marche par la poésie, en fait. Bon, je m'éloigne un peu, mais ça, c'est comme ça. Mais pour revenir à cette idée de collectif, en tout cas, pour moi, être écrivain et passer par la fiction, en grec, ça veut dire tordre le réel, c'est déjouer toutes les cases que les deux parties, des deux camps dont je fais partie, aurait tendance à vouloir m'assigner. Et pour moi, la liberté dans mon roman, c'est d'être une femme juive, un enfant de 13 ans, originaire du Liban, une prostituée africaine, une vieille dame, une bonne bretonne, arrivée dans les années 60. Et pour moi, tous ces oubliés, c'est ça. Et c'est tout ce qui fait le pouls et la base d'un roman populaire, et c'est ce qui fait aussi la France, tout simplement. Et je trouve que c'est important, quand on est écrivain, en tout cas quand on écrit de la fiction, de pouvoir être qui on veut. Et prendre la parole et parler cette langue commune que nous avons, qui est le français. Voilà, c'est ce que je voulais raconter. Merci. J'embraye sur la langue française pour dire que depuis que je suis né, moi, à propos de cette République, qui quand on est enfant d'immigrés comme nous, la République c'est l'école, quoi, c'est tout. C'est pas les institutions. Hein. Mes parents ont passé 70 ans en France, ils n'ont pas appris la langue française. Tant l'idée du retour au bled était chaque jour inscrite dans leur tête. Et donc, l'élection, le conseil général, conseil régional, ils sont passés complètement à côté. Il y avait l'école, c'était la seule lumière qu'on voyait. Et donc, j'ai grandi dans cette France où l'école, c'était comme un arbre. Et il me plaît à dire aujourd'hui que tous ces Français qui ont peur de la dégradation de leur société et de leur identité, et qui se réclament de la souche. La souche. Français de souche, on disait d'ailleurs, on dit un peu moins maintenant. Moi, j'aime à leur dire que la souche, oui, c'est bien, mais nous, on est des Français des branches, les enfants d'immigrés. C'est-à-dire qu'à partir de la souche,
eh bien, on est dans les branches, on a créé de nouvelles feuilles, que ces feuilles prennent de la lumière et font grandir l'idée de ce qu'est être français. Je le répète, ce n'est pas un bagage, une valise fermée qu'on doit protéger jusqu'à la fin de sa vie. C'est au contraire l'idée d'un arbre avec des souches et des branches et des feuilles, et que les branches et les souches partagent un tronc commun. Ce tronc commun, c'est celui qu'on aime, hein. On en est certain. Et sont des valeurs. C'est une idée de la France, c'est une idée qui, à la Révolution, a fait venir des milliers de personnes dans notre pays, juste parce que cette idée était tellement bienveillante, accueillante et miraculeuse, après l'abolition des privilèges, que cette idée, on en est imprégné, nous aussi, ces enfants. On l'a appris à l'école. Et la sève qui coule dans l'arbre, depuis les racines jusqu'aux dernières feuilles là-bas, c'est la même. Moi, j'adore l'esprit critique, par exemple. J'adore critiquer, pas idiotement, mais j'adore construire des contre-propositions. Par exemple, tous les matins, je me réveille depuis plus de 60 ans et je vois le soleil qui bouge au-dessus du Mont Blanc. J'habite juste en face du Mont Blanc à Lyon. Et je le vois, ce soleil qui bouge, bon sang. Pendant 5-10 minutes, je suis en extase devant lui et je le vois bouger et on apprend que c'est pas lui qui bouge, c'est moi qui bouge. C'est difficile à comprendre ça pour les enfants et pour certains adultes et certains Américains qui sont les terre-platistes. C'est super dur. Vous voyez cette énorme boule incandescente là qui se lève depuis les 4807 mètres du Mont Blanc et qui avance vers moi et il faut se mettre dans le cerveau que ça ne bouge pas, que c'est moi qui bouge. Donc j'aime bien ces gens qui se disent, et peut-être que c'est vrai que c'est moi qui tourne. Lui, il ne bouge pas, mais c'est moi qui tourne. Pour moi, c'est ça l'esprit critique. Un esprit français, un esprit scientifique aussi, se poser des questions sur ce que parfois des charlatans voudraient bien qu'on gobe sans... Mon père était victime de ces charlatans. Il disait toujours, mon fils, écoute-moi bien. Celui qui garde la bouche fermée ne risque pas d'avaler des mouches. Vous voyez comment les stigmates décolonisés vont loin dans l'éducation? En gros, ils disent, ferme ta gueule, c'est mieux pour toi, et pour moi aussi. Alors quand mes parents ont appris que je l'ouvrais grand, ma gueule, et que j'entrais au gouvernement de droite, de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, alors ils m'ont dit, mon fils, la République, elle va te broyer en deux. Tu ne vas pas t'en sortir. Et j'ai dit que j'allais quand même essayer, en promouvant l'égalité des chances et des idées, en faisant entrer dans le champ public et politique des gueules nouvelles. Et quand je vois que le plus grand méchant qui m'a fait mal pendant mes 2 années d'exercice, il vient de prendre depuis 3 jours 1 an de prison ferme. Wallah, ça me fait plaisir. Non, vous vous rendez compte? Ce sont ces gens qui en 2007 pointent du doigt comme ça les banlieues et leurs racailles qu'il fallait carchériser parce qu'on en a marre. Il va rentrer en prison. La République, c'est ça aussi. Et encore, je ne cite pas les Balkany, mais ce sont tout un tas de gens qui, au plus haut sommet de l'État, ont souillé les valeurs de la République. Mais, comme disait mon cousin Rachid, tous les chemins sont circulaires et ne mènent finalement qu'à soi-même. Merci à tous. C'est drôle, à chaque fois qu'on a essayé de revenir un petit peu vers le terrain politique, vous y entrez un petit peu, puis vous y revenez tous les 3 régulièrement par le côté, par les mots, par la lecture, par votre écriture. Et ça, on le voit aussi tout particulièrement bien dans les écrits de Sarah qui dit, voilà, le mot est politique, en gros, si j'en résume la thèse, une des thèses importantes du livre. Si ça vous dit, on pourrait vous écouter sur un des thèmes principaux. Vous nous dites notamment la race. Une des citations qui m'a marqué, je vous laisserai développer la lecture d'un texte un peu plus approfondi. La race n'existe pas au sens biologique et naturel que le raciste lui attribue, mais elle existe socialement comme régime de pouvoir. Je vous laisse. Donc c'est un chapitre qui s'appelle « Être ou ne pas être ». Le débat sur l'usage de la notion de race est tributaire d'un paradoxe. Comme Colette Guillaumin le pointait déjà dans un article intitulé « Je sais bien, mais quand même », où les avatars de la notion de race
est paru en 1981 dans le premier numéro de la revue Le Genre Humain. La race n'existe pas, et pourtant, elle est partout. En effet, elle n'existe pas au sens que l'idéologie raciste lui confère. Il n'y a pas de hiérarchie entre les groupes humains qui pourrait être fondée en nature et reposerait sur une origine manifestée notamment par des différences phénotypiques. Mais elle est partout, car les conséquences de cette idéologie sont, elles, bien réelles. Elle se manifeste dans des expressions ouvertes et violentes du racisme ou dans ses formes banalisées et indirectes, comme Philomena Essed l'a mise en lumière dans Understanding Everyday Racism, l'un des ouvrages pionniers des études critiques de la race. Elles agissent de manière structurelle et sans qu'il y ait nécessairement une intention individuelle raciste dans la manière dont des discriminations raciales sont produites et touchent les membres de certains groupes qui héritent des formes d'oppression liées à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation ou de la ségrégation. Merci. Vous avez essayé tous les trois, de différentes manières, d'essayer de répondre à ces discriminations qui sont, comme vous le dites justement aussi, pas nécessairement conscientes. J'aimerais avoir un retour sur aussi quels sont un peu en termes de projection, juste avant de donner le mot à la salle. Quels sont les combats que vous aimeriez continuer à poursuivre à présent? Vous avez déjà en gros une grande expérience et d'avoir mené ces combats. Comment vous pensez, comment vous les envisagez dans le futur? Quels sont ce qu'on a encore besoin de déconstruire, à la fois en termes de contenu ou en termes peut-être de mode de réponse? Je voudrais juste dire un petit mot. Moi, je trouve scandaleux que dans notre pays, depuis des décennies, régulièrement, le taux d'abstention aux élections baisse scandaleusement. Et surtout dans les cités, voilà, autour de chez moi à Lyon, à Vaux-en-Velin, Vénissieux, 80-90% d'abstention aux dernières élections régionales. 90% aux dernières élections à Vénissieux. 90%. Voilà. Il y a un gros problème ici. Il faut le résoudre. Et depuis 5 ans, et je tente de le résoudre, avec des amis, j'ai créé une association de promotion du vote obligatoire. Le vote obligatoire. Voilà. Je trouve que quand on va voter, et quand on vient de la marge, c'est un moment super important. Ça donne des frissons de rentrer dans une urne et de choisir, parce qu'on est à égalité dans l'urne avec tous les Français qui ont aussi ce droit de voter. Mais tous ceux qui sont dans la marche sont tellement éloignés de ces préoccupations qui sont essentielles dans le fonctionnement de notre démocratie. C'est essentiel, mais les gens sont de plus en plus dégoûtés et donc ils vont de moins en moins voter. Eh bien, il faut aller en sens contraire. Il y a des pays comme le Brésil, où c'est obligatoire sous peine de sanctions assez importantes. La Belgique, d'où je reviens aussi, tout un tas d'autres pays, et la participation à toutes les élections, c'est 90%, 92%. Au Brésil, ça n'empêche pas que tous les Noirs du Brésil et que tous les pauvres ont voté Bolsonaro, qui est raciste, homophobe, tout ce que vous voulez, mais quand bien même il y a le vote obligatoire d'une société, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui se laissent avoir par les charlatans et qui vont quand même voter pour celui qui va les battre. Mais il n'empêche, l'idée de participer au scrutin, ça donne un sentiment d'appartenance à une communauté nationale qui est aujourd'hui indispensable de raviver. Donc on essaie de faire comprendre ça aux autorités, mais c'est super dur parce que je crois que les politiques ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça sous prétexte que si on donne le droit de vote à tout le monde, et surtout ceux qui ne s'occupent pas de nous, ce qu'on peut charger, ce qu'on peut utiliser comme bouc émissaire, eh bien peut-être que ça va changer le monde politique dans notre pays si tous les pauvres et les marginaux se mettent à aller voter. Voilà. Sophia, Sarah. Moi, je pourrais, pour aller rebondir sur ce que vient de dire Azouz Begag, sur cette histoire d'abstention, je crois que ça touche aussi, et c'est en lien avec cette question de l'exigence de précision et de redonner leur sens aux mots. Je crois que la crise, cette crise démocratique qu'on vit et qui se manifeste aussi dans une abstention très forte, elle est aussi liée à ce recours
complètement décomplexé au mensonge en politique en fait. Et donc à partir du moment où les mots perdent leur sens, où on ne peut plus faire confiance à un discours politique, on a l'impression que les hommes politiques sont non seulement interchangeables, mais qu'en plus ce n'est plus là que les choses se jouent. Donc c'est aussi ça, au-delà même des questions qui nous ont occupés aujourd'hui dans cette table ronde, qui est très préoccupant à l'époque qu'on vit, quoi. On le voit aussi, c'est ça aussi qui donne de l'autorité à des charlatans. On le voit dans d'autres contextes, et puis on le voit aussi à la faveur de la pandémie actuelle. Et voilà. Donc, ce que je dirais après moi, sur ma petite échelle, je crois que ce que je voudrais continuer à faire, et j'espère pouvoir continuer à le faire, c'est d'abord continuer à travailler sur ces questions, c'est-à-dire sur ce qu'en sociologie on appelle les processus de racialisation. Alors j'ai aussi travaillé de manière un peu comparatiste dans d'autres pays d'Europe continentale et un peu aussi au Royaume-Uni. Donc voilà, de voir un peu comment ces choses se formalisent, quels problèmes apparaissent, ce que ça dit sur des espèces d'évidences nationales, sur des points aveugles. Voilà, donc ça serait... Et puis du coup, à partir de ça aussi, justement... continuer à avoir comme mantra cette phrase d'Orwell, ne pas capituler face aux mots, et essayer de faire qu'ils gardent en tout cas leur pouvoir critique. Il y a, dans mon processus de personnel, il y a eu la rencontre aussi avec les écrits de Boris Cyrulnik, qui avait cette phrase dans un de ses livres, « La honte change de camp quand changent les récits ». Aujourd'hui, on a une époque où on déboulonne facilement les statuts parce que c'est une époque de crise, tout simplement, de crise collective. Et cette crise collective sur la mémoire, entre guillemets, des minorités, elle est mondiale aujourd'hui. Et avec les réseaux sociaux, Internet, la viralité n'a jamais été aussi forte. Moi, je dirais que dans votre question, c'était comment continuer, tout simplement en étant libre dans la fiction, en étant persuadé aussi qu'en écrivant des livres, avec cette voix que, entre guillemets, j'ai trouvée à travers la littérature, peut-être que d'autres me liront, en voulant transmettre, mais surtout en gardant cette idée de liberté de ton à l'heure de la cancel culture, de liberté de ton, et se dire aussi que le français, comme disait Kateb Yassine, est un butin de guerre, mais pas dans le côté guerrier, dans le côté de se dire que la langue française est en perpétuel mouvement. Moi, je suis pas un homme politique ou une femme politique, mais en tout cas, dans mes actions de la vie de tous les jours, je fais des ateliers d'écriture dans des maisons de quartier, je fais de l'accès aux médias, des choses comme ça. C'est à ma petite échelle, on va dire, c'est dans la transmission des plus jeunes qui ont été aussi un peu comme moi, qui ont les mêmes, entre guillemets, stigmates que moi, mais c'est surtout en étant libre d'écrire qui je veux et d'incarner ce pays à travers la fiction, je trouve, sans barrière, sans assignation à résidence. Je trouve que, en tout cas, mon combat se situe là-dessus. Voilà. Il est vraiment fort ce terme d'assignation à résidence. Vous l'avez répété 2 ou 3 fois aujourd'hui. Je voudrais vous donner la parole si jamais il y a des questions dans la salle. Oui, alors on va aller, parce que je pense qu'on aura le temps pour un tour de questions. Donc je vois déjà 4 mains levées. Donc il y en a une derrière, 2 devant et une là-bas à l'extérieur. Voilà, c'est une remarque et une question que je vous pose. Je suis, de manière incroyable, ce que les gens appellent une Française de souche. J'ai beau regarder des 2 côtés, à moins de secrets de famille bien gardés. Mais je pense que le problème des identités tel que vous le posez, ça va soigner la France si chacun, comme les gens comme moi, cette notion d'identité plurielle, mais elle est super importante en tant que citoyenne de la France et citoyenne du monde. Je ne suis pas... Bon alors, en plus, je suis née comme vous, 58 moi, monsieur est né un peu plus tard, mais en fait, moi, quand j'étais petite, j'étais en Lot-et-Garonne, et mon papa, il était breton. Et donc, de toute façon, petite fille, on me disait, tu parles pointu, ce qui voulait dire parisien. C'était très dur, déjà. Et parce qu'en plus, j'étais pas du tout parisienne et j'étais très fâchée. Donc voilà, de toute façon, en fait, en France, il y a des cultures déjà. Et si chacun a l'honnêteté de regarder, ce problème de l'identité qui après change avec l'âge. Hein, moi, j'ai fait l'horreur de partir, traverser l'Atlantique, mariée avec un Vénézuélien.
j'ai cassé le français de souche, c'est foutu. Mais je me suis construit une identité. Si vous me demandez, je suis à moitié vénézuélienne personnellement dans mon cœur. Par contre, je suis d'accord avec vous, je suis française parce que ça a une réalité. J'ai besoin d'une carte d'identité si je veux partir voir ma fille au Canada, enfin tout ça. Donc je vous pose la question, voilà, avec ces remarques. Je voudrais dire à M. Begag une chose. Je suis née à Damazan, qui veut dire petit Damas. C'est de l'époque où effectivement votre frère a à moitié raison, ce n'était pas des Algériens. Vous savez, les Arabes, ils sont montés jusqu'à Poitiers. Vraiment, le village où je suis née s'appelle Damazan parce que ça veut dire petit Damas, c'est eux qui ont dit ça. Et donc aux racistes de base qu'on rencontre dans notre vie, qui sont quelquefois nos amis, quand j'en ai marre, j'utilise l'humour et je leur dis « Oh, j'ai sûrement du sang arabe, je suis née à Damazan. » Merci. Merci pour votre témoignage. Et cette question. Ouais, on va prendre les 4 questions là qui étaient prêtes. Bonjour et merci pour vos interventions. Alors en fait, j'ai plusieurs questions et remarques. Ma première question, elle s'adresse spécifiquement à Monsieur Azouz Begag et à Sophia Aouine. Et alors, parce qu'en fait, j'en sais un petit peu moins sur les origines sociales de Madame Azouz. Je me demandais par vos parcours, votre ascension sociale et le fait que vous parliez de vous-même en tant que transfuge, comment est-ce que vous avez expérimenté des formes d'instrumentalisation de votre expérience pour vous ériger comme modèle d'un régime méritocratique qui marcherait? Et comment est-ce que vous l'avez, si oui, comment est-ce que vous l'avez vécu? Et est-ce que vous avez expérimenté cette... Begag, pardon, et Monsieur Aouine, et Madame Aouine, et cette opposition qu'on fait souvent entre des enfants d'immigrés qui ont réussi et puis les autres qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas se donner les moyens. Ce qu'on appelle les pépites dans les Exactement, quartiers, c'est ça? Exactement. C'est toujours, les mots sont importants, la violence des mots, c'est ça, mais on prend d'autres questions, mais je veux bien vous répondre là-dessus. Oui, et vous en avez d'autres. D'accord, voilà. Pardon. Moi, ce que je trouve très intéressant avec la question de la race et la racialisation, c'est qu'elle permet d'éclairer beaucoup de dynamiques et beaucoup de processus sur lesquels on ne met pas de mots en France. On parle de français de souche, de français d'origine, pour ne pas dire blanc et racisé. Moi, personnellement, je rebondis sur une remarque que vous faisiez, Sophia Aouine. Vous parliez de, à titre personnel, vous disiez qu'être racisé pour vous, c'était se sentir moins français que les autres. Et ça m'a fait tout drôle parce que moi, c'est complètement l'inverse, en fait. C'est parce que je me sens française que je me sens... D'accord, oui, que je me sens racisée, en fait. C'était me faire assigner, justement... Ouais, il faut... Oui, en fait, donc ce que je disais, c'était que le fait de se sentir racisé, c'est parce qu'on me dénie en fait cette identification en tant que française en fait. Et je trouvais que c'est vraiment intéressant et éclairant de parler de processus de racialisation. Et enfin, je termine sur la question du vote et de l'abstention. Je trouvais qu'il était aussi important de parler de la dépolitisation et de la racialisation des mouvements collectifs qui pouvaient exister dans les quartiers populaires, d'associations citoyennes qui vont être racialisées comme étant des associations musulmanes, des associations d'immigrés maghrébins, alors que ce sont avant tout des associations qui réclament une égalité de fait. Donc voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que votre voisin aussi avait une question. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment très intéressant et éclairant. Alors c'est une question, je ne sais pas si elle pourra intéresser tout le monde, mais bon, moi en tout cas, c'est une question que j'avais envie de poser qui touche au travail d'écriture de la thèse et de sa publication et de ce qu'on peut en faire après. Quand on parle beaucoup de processus de racialisation, on parle à tout le monde, mais pas de la même façon. Et moi je fais une thèse sur les masculinités marginalisées en quartier prioritaire. Et j'ai la particularité d'en être aussi. Et moi, mes potes, ils me demandent tout le temps, mais ça sert à quoi un chercheur en fait? Tu cherches quoi? C'est quoi ton projet Et c'est très compliqué en fait de voir la distance qui s'est inscrite entre moi et mes amis par rapport à ça. Et je trouvais très intéressant le parallèle qui était fait sur l'usage des mots, l'importance de travailler leur sens, d'être critique. Et du coup, il y a des gens qui sont chercheurs ici,
mais pas que. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment peut-être en France, parce que je l'ai vu faire à l'étranger, notamment au Canada, mais en France, l'écriture de la thèse, c'est quelque chose de très rigide. Et pour moi, ça participe aussi à un certain projet qui me pose problème, sur qui on observe et à qui c'est destiné. Et je trouve ça très intéressant, le fait de pouvoir écrire justement de la littérature et de sortir du coup de ces cases, de ces carcans et des catégories qu'on doit respecter ou qu'on doit déconstruire. Et du coup, Sarah Mazouz, comment vous envisagez ce parallèle qu'on peut faire en allant chercher peut-être d'autres types d'écriture, d'autres acteurs aussi, voilà, pour un peu sortir de ces carcans-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'en France, vous avez envie de proposer avec l'ouvrage sur Horace? J'ai l'impression que c'est aussi un peu ça. Le FIG, je trouve que c'est aussi carrément ça, l'endroit où on est actuellement. Et voilà, donc comment vous lisez ça, peut-être pour plus tard ou pour l'avenir? Merci. Et il y avait une 4e question, juste là-bas. Oui, merci. Merci pour vos interventions et pour votre langage, vos mots tellement bien choisis et votre richesse. Je voulais juste, à part les personnes qui vivent toujours dans leur maison de naissance de génération en génération, on a tous un jour quitté notre domicile, comme Madame du Lot-et-Garonne. Quand on est un provincial, qu'on va à Paris, on devient le provincial pour les Parisiens, mais on devient le Parisien pour les provinciaux. Et donc on choisit notre place, on choisit notre parcours, enfin on essaye le plus possible. Un terme, et après les termes sont parfois difficiles, surtout à l'heure actuelle, on peut parfois donner un mot et ça va fâcher ou ça va blesser les personnes. Par exemple, le terme le noir ou black, c'est pas forcément insultant, mais par contre, la difficulté quand on l'utilise, j'ai des difficultés parce que je ne veux pas blesser, et pour moi, c'est des personnes qui existent, mais quels sont les mots qu'on peut choisir? Et entre autres, les personnes issues de l'immigration. Quand j'ai commencé, on est tous partis de quelque part pour essayer de choisir notre chemin. Faut-il continuer d'utiliser ce terme, puisque maintenant il est réduit aux personnes venant de pays du nord de l'Afrique, mais les Espagnols, les Polonais, les Italiens, les Alsaciens qui sont allés en Paris sont tous aussi un petit peu immigrés. Bon, je suis alsacienne, donc j'arrive à Saint-Dié. Merci. Pour répondre en premier au début de conversation qu'on avait avec madame ou mademoiselle, en fait, dans ce mot racisé, c'était moi le refus de me définir ou le refus de m'assigner, c'était ça. Mais je défie quiconque de me dire que je ne suis pas française. Il était là. Cette idée du déni, elle existe. J'ai jamais été dans la négation de la violence que peut avoir la violence raciale, puisqu'il faut. Mais moi, ce qui me fait peur, je suis écrivain, je suis pas chercheur, je ne fais pas de politique, je fais de la fiction. Et pour moi, ce qui est important dans mon roman et dans ce que je veux véhiculer entre guillemets ou raconter du monde tel que je le vois, c'est une idée de récit collectif. Et en même temps de récits collectifs avec une histoire commune, mais sans case. Je refuse la case, parce qu'un jour j'ai essayé d'appartenir à un endroit. Et c'est dans mon histoire personnelle, hein, j'entends bien, je parle de là, comme disaient les sociologues dans les années 80, je pars de là où je suis. Et de là où je suis, il faudrait que je dise quoi ? Femme issue de l'immigration maghrébine, en surpoids, de genre, voilà, de LGBTQ+. C'est important de se définir pour raconter ce qu'on est dans un contexte où on ne veut pas nous entendre. Et ça, on est dans une période qui est comme ça. J'aime les théories anglo-saxonnes, ce qui peut se dire dans les universités américaines ou dans les universités canadiennes, mais ça reste de la science sociale, des sciences humaines. Je trouve que dans le récit courant, il est important aussi de ne pas s'assigner quelque part. Parce que, en fait, je vais être franche avec vous, c'est peut-être très défaitiste de ma part, mais on est dans un pays où c'est tellement ancré que ça sera difficile de se faire entendre. Et moi, j'ai choisi, je pense, la littérature peut-être par l'acheter, hein, mais parce que tout simplement... je ne dis pas que le combat est perdu d'avance, mais je dis que
J'ai 43 ans aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on m'assigne à une case. J'ai envie d'être tout simplement française et dans ce mot français raconter à d'autres et à ceux qui ne veulent pas l'entendre que la France est multiple et qu'elle est en perpétuel mouvement. On parlait des branches, on parlait des racines et c'est en ça que ce mot racisé, et je sais que c'est une histoire de génération, c'est une histoire de violence aussi, j'arrive pas à me mettre dedans parce que j'ai toujours refusé les cases, qu'elles soient sociales, sexuelles, de couleur, etc. Et pourtant j'ai grandi en banlieue et pourtant je coche toutes les cases de la minorité. Mais je ne me sens pas minoritaire, parce que j'ai toujours refusé de l'être, et d'autant plus quand on grandit, quand on devient mère, etc. C'était en ça que je voulais vous dire. Mais jamais ne nier que la violence de l'identité, elle est dans les deux côtés des deux camps, parce qu'aujourd'hui on parle de camps, et d'autant plus sur les réseaux sociaux. C'est le sujet de mon prochain bouquin en plus, donc la radicalité, voilà. Et sur les autres questions, je laisserai mes camarades répondre, voilà, parce que j'ai oublié les questions. Donc je peux rebondir sur racisé tout de suite. En fait, je pense que, je vais être un peu peut-être en recul. C'est intéressant de voir l'échange parce que je pense que ça éclaire aussi une façon dont on se représente ce que c'est que l'expérience de la racisation en France. Et c'est une différence justement avec le contexte anglo-américain, puisqu'il y avait une question aussi sur ce contexte-là. Je crois qu'on a tendance à percevoir, donc racisation, je replace très vite, ça vient de Colette Guillaumin, justement, qui est donc une sociologue et une philosophe française, et qui désigne un aspect seulement des processus de racialisation, qui est la manière dont un groupe qui domine, qui bénéficie les processus de racialisation, va construire d'autres groupes qu'il voit comme différents, comme inférieurs, et qui va donc les assigner racialement à cette position d'infériorité. Et donc après, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'on oublie en France, ça a été repris par des associations, par des activistes, comme un vecteur de revendication politique. Parce que l'expérience de la minorité, c'est une expérience de discrimination, c'est pas juste une identité, c'est pas je suis ceci, je mange cela, etc. Ça, c'est en général l'image qu'en ont les détracteurs, et des gens qui veulent justement faire qu'on impose le silence à ces groupes de population, mais le fait de se revendiquer comme racisé, c'est le fait de se revendiquer comme minoritaire en se disant, en fait, je suis soumis à un régime de discrimination, mais ce régime de discrimination produit une expérience commune avec des personnes et qui n'ont pas forcément les mêmes références culturelles au départ, même si après, bien sûr, il y a des pratiques culturelles qui sont liées à l'expérience de la minorité. Je pense par exemple, à des pratiques de danse, à des références musicales, etc. Et à partir de là, ça va être le support d'une revendication politique dans laquelle, et je réponds aussi du coup un peu en partie, pas entièrement à votre question sur l'écriture, dans laquelle normalement aussi celles et ceux qui ne font pas l'expérience de la minorité devraient finir par pouvoir aussi se reconnaître. C'est-à-dire que toute la réflexion, la théorisation et la politisation de l'expérience minoritaire, elle n'est pas censée être juste de rester entre minoritaires et de se parler et de se dire « ah bah oulala, ça va mal pour nous ». C'est pas du tout ça. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a un truc qui ne va pas, notre condition manifeste encore des formes d'inégalité qui sont produites socialement. Et donc, à partir de là, qu'en fait-on ? Et comment fait-on aussi pour que le silence dans lequel sont placées nos expériences cesse, et comment faire pour que justement les membres du groupe majoritaire, disons, cessent d'être dans une position de surplomb où ils pensent eux à incarner tout ce qu'il y a à incarner. Donc voilà, je pense que faut vraiment garder à l'esprit, et on l'oublie d'ailleurs aussi dans les débats, mais même dans certains travaux, que l'expérience de l'assignation racialisante, elle est certes au départ une violence qu'on subit et dont on prend conscience à un moment ou à un autre, et puis après elle est aussi support de politisation et donc aussi support de créativité et de création de liens avec aussi des personnes qui ne font pas forcément dans leur chair l'expérience de la minorité. Voilà. Moi, je trouve ça formidable d'apprendre
entre guillemets, à la masse dominante à se définir elle-même, mais moi je pense, en tout cas, ma petite solution à ma petite échelle, c'est vraiment de produire des récits, produire des thèses. Je crois que la solution est là, la solution, en tout cas, le début d'amorce, c'est là. Et vous parliez justement de s'enfermer dans cette identité du racisé ou dans cette identité du minoré. C'est pas que je refuse la réalité des choses, c'est que cette idée de case, oui, j'avais bien compris, cette idée de case, en fait, je trouve qu'elle a gangréné aujourd'hui la jeunesse, et malheureusement, je me heurte souvent à mes cousines, à des gamines avec qui aussi je fais des ateliers d'écriture ou autres, parce que je leur ai dit, le plus important pour vous, ce n'est pas nier l'histoire de vos parents ou nier qui vous êtes, socialement aussi, mais c'est de vous dire que vous avez votre place parmi le récit collectif. Je crois que c'est ça que je voulais juste rajouter. Oui. Merci Azous. J'en profite pour finir sur l'histoire de l'écriture. Je pense que l'écriture... La langue, c'est toujours quelque chose qui fige. C'est un vieux problème auquel se confrontaient déjà les sceptiques grecs. Comment écrire quand on est sceptique? Parce que l'écriture, ça arrête quelque chose. Donc c'est sûr qu'il faut essayer d'être inventif. Et on le voit aujourd'hui, notamment autour de tous les débats sur l'écriture inclusive, comment rendre compte. Et puis même quand on a une écriture inclusive, comment ne pas s'arrêter à une binarité que certains et certaines refusent, etc., ou dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, etc. Donc c'est sûr que la langue, c'est un vrai... mais je crois qu'on peut, alors même dans une thèse, au moins à la marge de l'écriture d'une thèse, essayer, par exemple dans une introduction, d'expliquer qu'on va devoir se conformer à une écriture, mais qu'il y a des choses qu'il faudrait pouvoir inventer. Et je pense aussi, vraiment sur la thèse, il faut se dire aussi que c'est un exercice scolaire qui permet après justement d'écrire autrement, et donc de s'accorder des formes d'inventivité dans l'écriture de la thèse, mais aussi de se dire, bon, là, je fais mon petit exercice de façon à pouvoir passer l'étape, et puis une fois que j'aurai passé cette étape, je pourrai aussi me sentir être plus libre dans mon écriture. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais voilà. Merci. Il nous reste 1 minute. Je sais que certains... de nos intervenants doivent aussi partir juste à l'heure et qu'on a encore des livres qui sont disponibles ici. Voilà. Je voulais juste dire, vous savez, ça fait 30 ans que je viens dans ce pays, en Déodacie. Et à chaque fois, je rencontre ces habitants, ce peuple de Déodacie formidable. Vous êtes vraiment... C'est pour ça que je reviens chaque année, c'est des gens magnifiques. Et c'est peut-être parce que vous êtes encerclés par les montagnes. Et vous êtes marginalisé aussi par rapport à Strasbourg ou je ne sais quoi. Mais quel public magnifique. C'est à lui qu'on devrait rendre hommage à la fin. On aurait su imaginer meilleure conclusion. Merci. Non, merci à tout le monde.